Bonjour. Donc, bienvenue sur cette session autour du DevSecOps, qui a été intitulée par Adrien de la sécurité dans mon DevOps. On va commencer par se présenter avant de plonger dans la présentation. Pour ma part, moi je suis Tuc Duhalgral. Tuc, je travaille chez GitHub comme Solution Architect. Donc mon métier, c'est d'essayer d'améliorer l'utilisation de GitHub quand vous le faites ou de partager avec vous votre expérience autour de la gestion de projet, mais également autour de la gestion du DevOps et du DevSecOps. Toi, Adrien? Et moi, je suis Adrien Pessu, je suis indépendant. Et moi, ma mission, c'est d'aider les développeurs à faire un logiciel le plus sécurisé possible, donc sur la partie développement et sur la partie Ops également. Et donc, en introduction, on voudrait vous introduire un petit peu la notion de sécurité en 2022 sur un logiciel. Donc, on n'est pas sur une forteresse cachée derrière son pare-feu en sécurité. La sécurité, moi, je vois ça plus comme un jardin. Il n'est jamais parfait, mais on essaie de l'entretenir tous les jours pour récolter les fruits, des bons fruits. Donc, on enlève les mauvaises herbes. Et puis je vais arrêter là la métaphore avec le jardin parce que je connais rien au jardin, mais en tout cas vous voyez l'idée. Et j'aime bien cette citation, c'est de Guillaume Poupard, donc c'est bientôt plus le patron de l'ANSSI, même s'il était très très bon, c'est un peu dommage. Donc oubliez la cybersécurité, c'est rouler à 200 km/h à moto sans casque, donc c'est dangereux, il ne peut rien se passer, mais s'il se passe quelque chose, ça peut être très grave. Et en fait, dans l'idée, la façon dont on va vous parler de la sécurité, c'est un petit peu comme on vous a parlé pendant des années du DevOps. L'idée de rapprocher les équipes Ops et les équipes de développement. Je ne sais pas où vous en êtes, comment vous travaillez. Pour ma part, moi, quand j'ai commencé à travailler, on écrivait du code et on avait des petites mains qui testaient pour nous. Et à la fin des tests, on nous renvoyait quelque chose et il fallait fixer les bugs ou améliorer les choses. Pareil autour de la qualité, avant on se posait pas trop de questions sur la qualité, et avec les outils qui ont été mis à disposition autour du DevOps, on a pu automatiser plein de choses. Donc il y a ce concept de DevSecOps qui est arrivé, mais déjà c'est idiot de dire que c'est du DevSecOps. Ce qu'il faudrait, c'est que le DevOps est par définition de la sécurité à l'intérieur. La sécurité est encore plus importante que la qualité, parce que la qualité, ça va simplement faire un software qui ne va pas nécessairement bien fonctionner, ça va faire un software qui va être dur à maintenir. Par contre, le risque pour l'application n'est pas nécessairement critique, alors qu'avec la sécurité, bien entendu, le risque va être très important. Et autour de ça, on va se concentrer vraiment sur la partie qui nous concerne tous dans cette salle. En fait, c'est le côté quel est l'impact pour le développeur, pour les architectes, pour les ingénieurs DevOps, les ingénieurs système, autour de la sécu. Et il y a plusieurs étapes dans lesquelles on va regarder la sécurité en termes du développement logiciel, que ce soit au tout début, pendant la partie de la conception, je pense à des fonctionnalités, je pense à mon soft. Quand j'écris du code, quand je teste, je déploie et je monitor. Et on va se concentrer sur la partie gauche de l'écran pour le travail du développeur. On va tout couvrir, et surtout Adrien, dans une façon dont j'aime bien présenter nos deux rôles, c'est-à-dire que moi, je travaille chez un éditeur de logiciels, donc je vends la solution, ou j'aide à vendre la solution, là où Adrien, lui, il met en place la solution pour de vrai, il a la vraie expérience terrain. Donc je te laisse la main maintenant. Donc on va commencer par une partie un peu moins tech, code. C'est une partie qui pourrait se passer après, quand on ne l'a pas fait en amont, mais l'idéal c'est de le faire en amont. C'est ce qu'on appelle un risk assessment. Donc un risk assessment, c'est on va regarder quelles sont les données qu'on manipule et les classer selon une classification. Il en existe plusieurs, donc souvent on va les classifier comme critiques, confidentielles, etc. Et ça va nous permettre de nous poser la question sur chacune des fonctionnalités, quelles sont les données qu'on doit protéger et là où est-ce qu'on doit faire l'effort de protection de nos données. Donc il y a des méthodes qui existent, comme moi j'aime bien la méthode de Mozilla, qui est Rapid Risk Assessment, comme ça c'est pas une cérémonie de plus qui dure 3 heures,
le résultat, donc du coup, on dit en 30 minutes, c'est fini. On réunit les parties prenantes, même quelqu'un qui est du produit surtout, parce que ces gens-là ont aussi une idée des risques que peuvent courir les données. Et l'idée, c'est d'avoir un document qui va attester, qui va résumer cette cérémonie et qui va permettre, qui va vivre avec, au fur et à mesure des nouvelles fonctionnalités. Donc l'idéal, c'est de le mettre dans le code, dans un fichier Markdown. Et on ne va pas parler de solutions sur comment les protéger, on va plutôt parler de risques. Quel est le risque pour la société, pour le client? Est-ce que c'est un risque financier, de réputation, etc. Et une autre cérémonie qui est bien aussi à faire, c'est le threat modeling, donc qui vient juste après. Et là, on va parler des solutions. On va d'abord dire, j'ai tel risque sur une donnée bancaire, par exemple. J'ai une donnée bancaire que je stocke, donc ça, c'est hyper important. Et là, on va utiliser un framework d'évaluation, donc c'est souvent CVSS, il y a Mitre, il y en a plein d'autres qui existent. Et on va se dire quelles sont les actions que j'ai mis en place pour protéger ces données. Ça, là, c'est pareil, on fait un petit markdown dans notre code, et c'est pareil, on le fait évoluer au fur et à mesure de nos nouvelles fonctionnalités. On va avoir des nouvelles données, ou on va en avoir en moins. Donc c'est une manière de faire vivre cette documentation. Et ce qui est intéressant ici aussi, c'est une fois de plus, un peu comme quand on parle du DevOps, quand on a commencé à travailler autour de ça, c'est que l'équipe de développement soit sensibilisée à la sécurité. Alors je ne sais pas dans quel niveau vous l'êtes en tant que développeur. Perso, moi, quand mon métier c'était de pisser la ligne, la sécurité, je ne m'en préoccupais pas. Je sais que c'est important, je savais que c'était important, mais j'attendais qu'on me dise quoi faire. Et l'idée, c'est d'essayer de mettre à disposition et d'analyser les risques au début en disant voilà pourquoi on va passer du temps, voilà pourquoi on met cette partie-là en place, pour ensuite mettre les outils qui vont permettre de couvrir le risk assessment qu'on a défini. Alors là, on va parler d'un premier outil un peu plus technique, donc un SCA, donc Software Composition Analysis. Donc en français, il va analyser la composition du logiciel. Concrètement, il va analyser le pom.xml, le build Gradle, le package.json ou package.lock, les fichiers lock qui vont contenir toutes les dépendances réelles et les sous-dépendances. Et il va aller chercher dans des banques de vulnérabilité publiques comme VulnDB ou CVE. Et ici, on a par exemple la CVE de Log4j qui est apparue au mois de décembre, que sûrement beaucoup d'entre nous connaissent et ont souffert un petit peu. Et donc, le résultat du coup de l'analyse de nos dépendances va nous donner une liste des CVE. Une CVE, ça va nous donner pas mal d'informations intéressantes. Donc, un résumé qui va nous donner ce que ça fait en général. Il va avoir une criticité. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je me préoccupe? Quel va être l'impact? Et on voit un petit peu en bas, j'ai gardé quand même un élément important, c'est comment y remédier. Et pour Log4j, le meilleur moyen, c'était d'upgrader. Mais des fois, il peut y avoir ajouter une propriété. Quand il est difficile dans un logiciel de mettre à jour une version, pour une raison ou pour une autre, parce qu'on n'a pas un bill of material, parce qu'on a beaucoup trop de logiciels, enfin on a tous des bonnes raisons. Mais parfois, il suffit de changer un properties, une variable d'environnement, pour désactiver une partie de ce que fait la librairie en question. Donc, parmi les points importants autour de ça, en fait, déjà quand on regarde son soft, c'est 80% du code qu'il y a dans le soft, il ne vient pas de vous. Hein. Il vient des librairies que vous intégrez. Encore, je dis 80, c'est un petit pourcentage. Donc cette partie-là, elle est très très importante et c'est pour ça qu'on a commencé sur la partie SCA. Et il existe sur le marché plein d'outils pour le faire. C'est-à-dire que vous n'avez aucune excuse pour ne pas avoir déjà mis ça en place sur vos projets. C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire. Vous choisissez parmi les outils. Dans les outils, il va y avoir des outils gratuits, des outils payants, des outils qui sont à disposition directement sur vos projets. C'est-à-dire que, par exemple, sur GitHub, je vais vous montrer dans une seconde, vous avez des PandaBot
qui vous permet, vous allez sur votre repo, vous activez la partie analyse des dépendances. Et sur l'analyse des dépendances, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où c'est activé, le responsable du projet, et ça c'est important, c'est-à-dire que c'est le responsable du projet ou les personnes qui ont accès à la sécurité vont voir ce petit bandeau jaune quand il y a un risque. Alors pourquoi j'insiste sur le responsable du projet? C'est-à-dire que vu que ça expose une vulnérabilité, le but c'est pas de montrer à tout le monde qu'il y a des vulnérabilités dans votre projet. Sinon ça perd un petit peu de son intérêt. Et l'objectif des outils aujourd'hui, en tout cas quand vous allez regarder les outils et choisir les outils, faites-le dans un contexte où il faut que ça n'impacte pas trop la productivité du développeur. Alors ça, moi, vous allez m'entendre souvent dire ça, c'est-à-dire que le pire outil pour un développeur, c'est que quand c'est quelqu'un de l'extérieur de l'équipe qui va l'imposer et qui va bloquer complètement votre développement, la première fois vous allez le faire, la deuxième fois vous allez le faire, la troisième fois vous allez essayer de le contourner. En tout cas, moi c'est comme ça que je réagis. Et dans la partie analyse de sécurité, ce que va faire, là je vous parle sur des Pandabot dans le contexte de GitHub, mais vous pouvez associer ça à vos outils à vous et il y aura à peu près la même chose. C'est que de façon régulière, alors par défaut c'est tous les jours, Dependabot analyse votre branche principale, regarde les dépendances et vous lève une alerte quand il y a une vulnérabilité. Et ce qui va être important de voir, c'est quelle est la dépendance qui est touchée, le risque, et vous allez pouvoir naviguer assez rapidement, c'est-à-dire que même sans être un expert de la sécurité, vous allez pouvoir trouver cette information et directement avoir un exemple sur quelle est la version ou les versions qui sont touchées par cette vulnérabilité, à partir de quelle version c'est fixé. La possibilité, et ça c'est une des fonctionnalités qui est assez intéressante, c'est-à-dire que GitHub va vous créer une pull request pour fixer automatiquement la chose. Lancez vos tests d'intégration continue, donc automatiquement déjà vous allez avoir un exemple sur essayer de fixer pour vous le truc. Alors ça va créer une pull request, ça ne déploie rien du tout, c'est-à-dire que ça va dépendre de votre intégration. Et d'ailleurs, s'il y a plusieurs mises à jour, ce qui est le cas ici, c'est-à-dire que moi, comme je traîne pour fixer, quelque part, je dois le voir, je sais plus, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a une nouvelle version qui est sortie, donc elle m'a créé une pull request, et ce que va essayer de faire Dependabot, c'est vous donner des informations. Quand il y a déjà la communauté qui a mis à jour d'une version X vers Y, vous donnez une compatibilité. Là, j'ai fait 2 versions et on n'a pas trouvé de compatibilité. Et parmi les choses qui sont importantes aussi, c'est que tous ces outils d'analyse de dépendance s'appuient sur des choses qui ont été levées par la communauté. Quand vous retrouvez une vulnérabilité, vous dites attention à la communauté, attention, on a trouvé cette vulnérabilité dans votre projet, qui crée une alerte, qui crée une nouvelle version, qui crée un patch. Et vous allez pouvoir, par les outils, selon les outils que vous utilisez, aller regarder dans la base de données. Et moi, en tant que développeur, je n'ai pas le niveau nécessairement pour comprendre tout ce qui se passe au niveau de la sécu. Par contre, ce qui est important pour moi, c'est quels sont mes projets qui sont touchés par cette vulnérabilité. Donc là, avec une simple case à cocher sur votre projet, vous allez scanner les dépendances, vous allez avoir des alertes, vous allez avoir une pull request et vous allez pouvoir voir quels sont les projets qui sont touchés. Donc ça, il faut vraiment le mettre en place, il ne faut pas hésiter à le mettre en place sur vos projets. Une autre partie qui est intéressante, alors normalement, si vos développeurs sont, quand je dis vos développeurs, si on fait attention, on ne devrait pas avoir cette chose-là qui arrive, mais de temps en temps, vous allez rajouter des fonctionnalités dans vos projets, dans vos pull requests. Cette fonctionnalité va contenir une nouvelle librairie. Ici, là, je scanne le code dans ma pull request sur ma branche de dev automatiquement. Et si je trouve une version d'une dépendance qui a une vulnérabilité, c'est alerté, ça bloque la pull request. D'ailleurs, est-ce que toi, tu as des bonnes pratiques autour de ça, autour de la gestion des dépendances? Quand on choisit une nouvelle librairie qui répond à notre besoin fonctionnel dans notre application, il faut vérifier donc dans la dernière version, est-ce qu'il y a des vulnérabilités qui sont connues? Et du coup, est-ce qu'on est impacté dans notre utilisation de cette librairie? Est-ce que la librairie est maintenue? Parce que pour Log4j, c'est maintenu, on a eu un fixe hyper rapidement. Mais si la librairie n'est pas maintenue et qu'il y a une CVE qui sort, ce sera à nous de fixer. Et il faudra trouver un moyen, donc c'est pas forcément évident. Une autre bonne pratique qui va être de scanner régulièrement, peu importe l'outil que vous utilisez, que ce soit Dependabot ou un autre. Moi j'utilise l'outil de l'OWASP qui est
plutôt pas mal. Et mais par contre, c'est à moi de faire des choses manuellement. Et ben, je fais un scan régulier pour avoir, parce que les CVE, quand on a bien fait notre travail, elle n'apparaît pas tout de suite quand on introduit la librairie, mais par contre, elle va peut-être apparaître peut-être dans 6 mois, dans 3 mois, on ne sait pas quand. Et du coup, il faut avoir des scans réguliers pour vérifier les nouvelles sorties de CVE sur nos dépendances. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que Adrien utilise OWASP, il peut utiliser Dependabot, il peut utiliser un troisième outil. C'est pas grave si vous cumulez plusieurs outils. C'est-à-dire qu'à la rigueur, vous allez avoir ceinture bretelle, et si la ceinture ne prend pas parce qu'elle n'a pas été mise à jour, etc., la bretelle va peut-être rattraper. Donc c'est pas très grave en sécurité si vous rajoutez des couches, au contraire. Ensuite, rapidement, un petit mot sur Docker. Donc Docker et principalement Kubernetes, dans la communauté de cybersécurité, Kubernetes subit un peu des railleries parce qu'il y a souvent des soucis de configuration. Donc il y a des outils qui existent, il y en a plein, ça peut donner lieu à une conférence. Je vais juste parler de deux. Il y a Falco qui va surveiller vos conteneurs à l'exécution, ce qui s'y passe, est-ce qu'il y a des attaques, etc., d'un comportement un peu bizarre. Mais surtout, quand on parle de Docker, la plupart des erreurs, elles viennent des images. Et donc, comme pour les dépendances, eh ben, il faut aussi qu'on scanne et qu'on vérifie les images qu'on utilise, officielles ou non officielles, puisque ça arrive aussi que dans des officiels, il y ait des failles de sécurité, qu'il y ait des packages qui sont pas bons. Il y a un outil directement de Docker qui est inclus, qui est Docker Scan, du coup, et qui va vérifier sur toutes les couches de votre image s'il y a une session de package, de librairies qui sont vulnérables. Les registries, et comme les repositories d'ailleurs pour les librairies, les JAR, les librairies NPM, etc., il y a des outils qui permettent de scanner les repositories ou les registries dans le cas de Docker régulièrement pour voir, c'est pareil, s'il n'y a pas de nouvelles vulnérabilités dans les dépendances ou dans les images qu'on utilise. Donc là, de la même façon que vous allez scanner vos dépendances, considérez que les images de Docker, les images de containers, sont une dépendance. Et donc il faut absolument la scanner, relever les alertes et faire attention. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est qu'on a pris l'habitude dans le développement maintenant de scanner les dépendances en JavaScript, en Java, etc. et de faire attention à ce qu'on choisit comme librairie. J'ai un peu l'impression que alors ça dépend des sociétés, ça dépend des équipes, mais qu'on ne se pose pas les mêmes questions aujourd'hui autour des images qu'on intègre dans ces applications quand on va faire du Docker, quelle que soit la façon dont on va déployer, ou du Kubernetes, alors qu'à la rigueur, c'est plus important parce que vous avez encore plus de choses. Parce que vous n'avez pas uniquement les librairies de votre application, mais vous avez un sous-système à l'intérieur. J'ai travaillé chez un client qui m'interdisait de faire du Debian, et toutes les images, peu importe pourquoi, moi j'ai demandé pourquoi ils n'ont pas été capables de répondre, mais ils ont dit pas de Debian. Bon, d'accord, pas de Debian. J'ai regardé les images qu'ils avaient choisies, 3 sur 4 étaient basées sur du Debian. Et ça fait partie des choses où moi, je ne vais pas rentrer dans l'expertise de la sécurité. Moi, je me considère comme un développeur d'applications et j'essaye d'appliquer les bonnes pratiques qu'on va me donner dans la sécu, typiquement des gens comme Adrien. Mais ça, c'était un exemple concret où les questions n'étaient pas... on n'avait pas posé les bonnes questions et mis en place les bons outils. Ce qui était intéressant, c'est qu'en rajoutant, pareil, des outils comme celui-là autour du scan, on va pouvoir lever de nouvelles alertes et fixer... Il faut trouver quelqu'un qui soit un petit peu responsable des images que vous intégrez dans vos projets. Et la bonne pratique va être d'utiliser des images distroless, puisque plus l'image sera petite, moins il y aura de possibilités d'avoir des vulnérabilités dedans. C'est un peu ça l'idée. Ensuite, on rentre encore plus dans le code avec le SAST, donc Static Application Security Testing. Donc tester l'application de manière statique. Donc on a des outils, pareil, des gratuits, des payants, des open source. L'idée va être d'analyser le code. Mais d'analyser le code un peu comme le fait le compilateur. On va faire une analyse sémantique. On va aller chercher quel est le comportement du code, donc plus ou moins bien en fonction des outils, etc.
mais l'idée va être de trouver des comportements qui pourraient introduire des vulnérabilités. Alors, là, c'est vraiment de la même façon que vous faites vos tests de qualité sur la qualité du code. Pensez à faire les tests de sécurité au sens analyse de code au même moment et aussi souvent. Et parmi les outils, donc, et c'est là pareil, quand je parlais de ceinture bretelle avec plein d'outils, il y en a plein. Et c'est important de regarder parce que tout le monde ne supporte pas les mêmes versions des langages ou les mêmes langages. Et tout le monde ne supporte pas aussi l'écosystème, c'est-à-dire que tous les frameworks que vous utilisez autour de vos langages et autour de vos API. Là, je vais vous montrer un résultat de scan dans le contexte d'une pull request et je vais vous montrer comment on configure ces parties-là. Là, je suis sur une pull request dans lequel le développeur a rajouté du code. Le développeur, c'est moi, et j'ai rajouté une librairie. On a vu que cette librairie avait un problème de vulnérabilité. Et ici, vous voyez, j'ai du code. De la même façon, quand il y a un test qui échoue, vous êtes alerté que ce test échoue. Ici, j'ai une alerte de sécurité élevée, et je vais regarder quelle est cette alerte. Donc, c'est au moment de la compilation, au moment de l'intégration continue dans ma pull request. Donc là, l'avantage, c'est que je ne fais pas tourner ça uniquement quand j'ai fait le merge ou uniquement dans un environnement de test. C'est vraiment à chaque commit. Et si je vais dans le détail, je me retrouve avec de l'information sur à quel endroit dans mon application j'ai trouvé ce risque de sécu. Alors j'ai volontairement pris un problème de sécurité que tout le monde peut comprendre. Parce que quand ça passe sur les accès mémoire, etc., moi je ne serais pas capable de vous l'expliquer, donc je préfère le mettre de côté. Donc j'ai pris un risque d'injection SQL, où quelqu'un pourrait, s'il arrive à transformer et accéder à la bonne chaîne de caractères, au lieu de faire un select ici, en concaténant des bonnes chaînes, faire un drop ou un update. Sachant que, évidemment, vous avez aussi la partie sécu qui va être la configuration, la bonne pratique sur les configurations de base de données. Alors pour info, j'ai travaillé 9 ans chez Oracle. Ça m'est arrivé d'aller chez des clients en production. Les niveaux de sécurité de leur base de données, vous pouviez vous connecter avec Scott Tiger, vous avez encore des mots de passe qui n'étaient pas à jour. Donc quand on dit oui, on va sécuriser la base de données, je pense qu'on oublie que souvent, c'est pas bien fait. D'accord ? Et cette partie-là, c'est le rôle du DBA, c'est le rôle des Ops, etc. Mais partageons les responsabilités et posons les bonnes questions autour des développements. Donc là, ce que j'ai, en fait, c'est que j'ai un exemple sur une faille de sécurité ou un risque autour de mon application qui va, dans l'outil que j'utilise, qui s'appelle CodeQL, va me donner des indices sur qu'est-ce que je peux faire pour fixer. Donc ce que j'ai mal fait, c'est que je fais une chaîne de caractères. Je ferais mieux d'utiliser un prepare statement ou une autre façon d'écrire ma requête SQL. Et comment ce scan a eu lieu ? Ça a lieu au moment de l'intégration continue. Ça va avoir lieu pendant mes pipelines d'intégration. Donc je vais aller voir dans mon code. Et je vais aller, alors évidemment, hein, j'ai un gros t-shirt avec un logo GitHub, donc moi je vous montre ça dans le contexte de GitHub, mais ça existe dans les autres plateformes, il y a plein d'outils pour le faire dans les autres plateformes. Et la façon dont c'est fait, c'est que j'ai un workflow que j'exécute systématiquement dès qu'il y a un push sur la branche principale, sur une branche de dev, et de façon régulière, une fois par semaine sur la branche principale. Pour les mêmes raisons que sur les analyses de dépendance, entre le moment où j'ai fait ma branche et le moment où j'ai introduit ce code et le futur, on peut avoir une nouvelle vulnérabilité qui a été découverte, une nouvelle façon d'attaquer un langage, etc., qui va être mise à disposition de la partie du code que je suis en train d'utiliser. Alors dans ce contexte-là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise un workflow réutilisable, et ça, justement, ça fait partie des choses qui sont intéressantes en termes de sécu, c'est que vous allez, en termes de mise en place, faire en sorte que les règles que vous définissez pour le scan de code, pour le scan de dépendance, pour la qualité, essayez de le faire de façon globale, comme ça on ne peut pas passer à côté, et tous les projets vont relever les mêmes règles. Donc la façon dont c'est fait, c'est que la technologie qui est utilisée, c'est une action CodeQL, qui est le langage de requête customisable, on reviendra dessus avec Adrien, mais vous allez voir qu'il y a plein d'outils sur le marché. Si
On regarde ici. Alors là, moi, je l'ai vu uniquement dans l'écosystème des gens qui ont pris le temps d'intégrer ça à GitHub. Donc il y a plein d'outils qui ne sont pas nécessairement intégrés à GitHub, mais on voit autour de Kubernetes, des langages autour de Puppet, du C++, donc différents langages de programmation. Et on parlait sur la slide qui est ici, différents outils, par exemple Checkmarx. Checkmarx, c'est vraiment un outil historique autour du scan de code. Donc si votre entreprise... Hop, voilà ici. Si votre entreprise a Checkmarx, c'est-à-dire que souvent dans les grosses banques, dans les grosses assurances, dans les opérateurs, etc., il y a des outils de scan qui existent depuis très très longtemps, qui sont gérés 100% par l'équipe sécurité. Checkmarx, Fortify, etc. Avec une grosse qualité, c'est qu'ils vous envoient un super rapport que vous regardez un jour, et tant qu'on vous a dit de ne pas fixer cette truc, vous n'y touchez pas. L'idée de cette approche-là, et c'est là où il faut travailler en collaboration avec l'équipe sécurité, c'est je peux intégrer mon outil dans ma chaîne d'intégration continue, donc je peux sur chaque commit scanner le code que j'ai rajouté et vérifier s'il y a des problèmes de sécurité et les fixer au fil de l'eau, ce qui coûtera beaucoup moins cher de toute façon que de les fixer une fois que c'est en pré-prod ou en staging. Et de la même façon, on parlait tout à l'heure de scan de container, vous pouvez intégrer le scan de container directement dans votre intégration continue. Donc à chaque fois que vous modifiez une image, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous pouvez scanner, lever des alertes qui vont être ensuite mises à disposition de façon différente selon le profil que vous avez. C'est-à-dire que moi, en tant que développeur, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas avoir besoin de changer d'outil. C'est-à-dire que je veux rester dans ma pull request, je fais ma revue, cette erreur qui apparaît ici, elle est également visible si vous avez le plugin dans votre IDE. Vous allez, au moment où vous travaillez sur cette branche, vous allez voir, attention, il y a ça à fixer. Vous pouvez interagir avec les experts de sécurité en demandant, si vous ne comprenez pas, vous allez pouvoir demander de l'aide à l'équipe sécu, sachant qu'un point qui est clé, c'est que là, le développeur ne peut pas dire « je n'ai pas vu le problème de sécurité » parce que ça bloque la pull request dans ce cas-là. Le projet a été configuré pour tout ce qui est au-dessus, donc tout ce qui est élevé et critique bloque. Tout ce qui est medium va juste envoyer une alerte. Je peux, et une autre partie, pardon, sur la partie sécurité, donc là c'est un risque qu'on va avoir au moment de la prod. C'est-à-dire que si je mets ça en prod, il peut avoir un risque. Une grosse faille de sécurité qu'on a mis dans le code scanning, même si ce n'est pas exactement la même technologie, et je dirais que c'est la chose la plus facile à exploiter dans une entreprise, c'est si vous mettez vos secrets dans votre source code. Les mots de passe d'accès à vos API, les mots de passe d'accès à votre base de données. Et tu avais une session sur les failles de sécurité hier. Ouais. Donc parmi les failles de sécurité, c'est l'utilisation des mots de passe que vous avez stockés. L'idée, c'est de protéger vos projets. Donc, vous avez des outils aujourd'hui qui vous permettent de le faire. Par défaut, dans GitHub, si vous avez un repo public, de toute façon, si on trouve des clés qu'on connaît, on les désactive. Alors, ce n'est pas nous qui les désactivons. C'est que vous utilisez Twilio, vous avez une clé Twilio, vous avez mis dans un repo public. GitHub va appeler Twilio et Twilio va désactiver votre clé pendant 3 semaines. Parce que si vous mettez une clé publique dans un repo, 30-40 minutes après, elle est déjà exploitée. Hein. Et l'idée, c'est en configurant vos repositories, vous allez avoir la possibilité de travailler sur la partie secret scanning. Et une des dernières nouveautés qui ont été rajoutées, c'est que quand vous essayez de committer, donc là j'ai rajouté cette partie-là du code, donc j'ai rajouté une clé à l'intérieur. Je ne sais plus si j'ai commité ou pas. Donc je ne l'ai pas encore commité, donc je vais commiter git. Donc je pousse ma branche sur mon repo. Et là, ce qui se passe, c'est que GitHub, avec la protection sur le push des secrets, va dire attention, tu as un secret dans ta pull request, dans ton commit, tu ne peux pas le faire. C'est bloqué.
Mais en fait, pourquoi je ne peux pas le faire? C'est parce qu'on ne sait pas si c'est... Déjà, ça peut être un faux positif, une clé qui est mal analysée, ou simplement parce que j'ai vraiment besoin de tester cette clé. Donc en cliquant sur ce lien, je vais pouvoir aller sur mon projet et dire effectivement, ben voilà, je veux ou pas l'utiliser, c'est un faux positif, je vais le fixer later, etc. Donc, comme je développe quick and dirty, je pousse et on verra plus tard. Donc là, je ne l'ai pas poussé, je vais le repousser ici. Ah. Tiens, c'est bizarre. Donc là, il va accepter d'avoir poussé. Ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est sur ce projet-là, si je vais dans la partie secret, il m'a reconnu 2 secrets et je vais pouvoir commenter ou accepter des choses. Alors, je ne dois pas être dans le même projet, j'ai dû me tromper, mais... et je vais pouvoir dire ce secret-là, en fonction des droits que j'ai, hein, si j'ai le droit sur la sécu, je vais pouvoir refuser cette partie-là. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est dans l'écosystème GitHub, on va reconnaître les clés directement. Vous voyez, là, j'ai une clé GitHub, j'ai une clé Google, je vais avoir pareil sur Terraform, sur Twilio, sur Stripe et compagnie, pour vous donner vraiment le détail sur l'API que vous essayez d'utiliser. Alors, sur vos repos publics, vous êtes protégé. Sur vos repos privés, ça fait partie des choses que vous avez à faire manuellement. Des choses à rajouter autour Oui, un point sur lequel j'aimerais insister, c'est quand, en fait, finalement, vous avez rien mis en place pour scanner votre code. Ce qu'a montré TUC, c'était à chaque fois sur les modifications, c'était dans la pull request, parce que vous imaginez bien, si vous choisissez un outil et que vous allez scanner vos millions de lignes de code, il va y avoir un résultat qui va être énorme. Et pour commencer dans la sécurité, il faut commencer petit. Et au fur et à mesure de l'évolution, des nouveaux développements, du refactoring, etc., c'est à ce moment-là qu'il faut voir les résultats dans la pull request ou autre et faire les corrections au fur et à mesure. Et ça, c'est un point important parce que moi, une de mes tâches, en fait, c'est de discuter avec les utilisateurs potentiels ou utilisateurs de GitHub en disant « utilisez cette fonctionnalité ». D'accord ? Dans les entreprises plutôt jeunes, plutôt rapides, etc., la question ne se pose pas. Ils évaluent la technologie, ça nous plaît, on la prend, ça ne nous plaît pas, on en prend une autre, etc. Il n'y a pas beaucoup de discussion entre qui doit prendre la décision, etc. C'est quelle est la valeur pour le projet ? Je teste, ça marche, je prends, parce que le problème de sécurité, ils sont conscients de l'importance. Et comme la boîte est relativement jeune et pas silotée, je l'espère, en tout cas c'est mon expérience, les gens sont appliqués, c'est-à-dire le développeur, le responsable DevOps, le CTO, etc., tout le monde a le même point de vue. Ce qui me surprend tout le temps, et quand je dis tout le temps, c'est 90% des boîtes énormes, historiques, avec qui j'ai des contacts, il y a une équipe de développement, il y a l'équipe projet, il y a l'équipe tools, et je sais pas quoi, méthodes et outils, et il y a l'équipe sécu. Et en fait, ils ne partagent pas la même visibilité sur la sécu. Dans beaucoup de cas, alors moi je vais prendre mon chapeau, je suis développeur, donc je vais critiquer l'équipe sécu, parce que si j'étais dans l'équipe sécu, je dirais autre chose, mais c'est l'objectif principal de tous ces outils-là, c'est pas d'envoyer des alertes. C'est pas de vous faire un rapport avec du rouge et du vert. L'objectif de tous ces outils-là, c'est de faire en fait que vous allez remédier au problème, c'est-à-dire que vous avez une alerte, donc il y a quelque chose à faire, et vous le fixez. Et ce qui doit être mesuré, le plus important, c'est pas de savoir « Oh, j'ai des développeurs qui rajoutent des vulnérabilités dans leur pull request ». Non, c'est « J'ai des développeurs qui ont rajouté du code, ils ont trouvé une vulnérabilité, ils l'ont fixée ». Et c'est cette mesure-là qui est la plus importante, c'est cette capacité à mesurer le problème, à remédier au problème, pardon. Il y a moi, j'ai trop d'expérience actuellement avec les équipes de sécu qui disent bah oui, nous on veut avoir un beau dashboard, etc. Mais on s'en fout du dashboard. D'accord ? C'est le truc, c'est les dashboards, ça peut être, comme on disait, c'est vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. C'est-à-dire que le dashboard, il va être très beau, mais quand vous passez en prod, s'il y a des problèmes de sécurité, ouais, on a relevé tous ces problèmes de sécu. Non, on a fixé tous ces problèmes. Et ça, c'est vraiment le truc le plus important quand vous travaillez avec vos équipes, quand vous travaillez en collaboration, c'est ça. Pour moi, c'est exactement comme les problèmes d'agilité. L'agilité, ce n'est pas une méthode, l'agilité, c'est de mettre en prod souvent et de façon qualitative.
Ce qui compte, c'est nos utilisateurs finaux, c'est l'application en prod. Ce qui se passe avant, peu importe la méthode, ce qu'il faut, c'est que ce soit safe et en production. Pareil pour la sécu, safe en production. Ça coûtera beaucoup moins cher de passer du temps à expliquer au développement, à l'équipe de développement, quand il voit un problème dans sa pull request, que l'équipe sécurité, qui est l'expert, passe du temps avec eux si elle n'arrive pas à fixer, plutôt que de dire fixe ça, fixe ça, fixe ça, fixe ça. Parce que de toute façon, il ne pourra pas le faire, il faudra qu'il revienne 3 semaines après sur son problème, ça coûtera beaucoup plus cher et ça sera plus compliqué, parce que là, je suis dans le contexte, je comprends ce que je suis en train de faire. J'ai encore 2 points là-dessus. Un, pour choisir l'outil, donc on va forcément choisir l'outil en fonction de notre langage. Il y a évidemment plus d'outils sur les langages les plus populaires. Donc pour Java, JavaScript, TypeScript, compagnie, ça va être assez facile. Pour les langages comme Groovy, par exemple, ça va être un peu plus compliqué. Donc ça, c'est un retour d'expérience que j'ai. Et la deuxième chose, sur un outil comme ça, ce qui est important, c'est de pouvoir le customiser. Et là, j'ai un exemple. Donc là, c'est un bout de template Angular. Donc on utilise la directive innerHTML. Pour les développeurs React, c'est l'équivalent du set dangerous HTML qu'il ne faut pas utiliser. Donc innerHTML, il ne faut pas l'utiliser non plus. Mais quand même, parfois, c'est quand même pratique. Par exemple, dans mon contexte, ici, j'ai une clé de traduction. Et dans les clés de traduction, moi, je veux permettre au PO, à la personne qui est fonctionnelle, de pouvoir rajouter un petit peu de customisation, remettre des choses en gras, faire un retour à la ligne, mettre des choses en italique, etc. Donc je veux permettre un petit peu le HTML. Donc ça c'est sympa, tout le monde est content, ça m'évite à moi de commiter une balise I, alors ça n'apporte pas beaucoup de valeur ajoutée, alors que la personne peut faire directement dans l'outil de traduction. Et donc dans notre exemple, on va avoir bonjour name, donc la variable, bienvenue à Rennes, donc ça c'est la traduction. Et le name, quand moi je l'ai rentré, c'est Adrien, ça va donner bonjour Adrien, bienvenue à Rennes. Sauf que si j'étais un petit peu plus vicieux, j'aurais pas mis Adrien, mais j'aurais mis un payload XSS, un truc qui va exécuter du code. Alors il y a Angular qui a des protections, mais toutes les protections ne sont pas forcément là, elles ont peut-être été désactivées pour X raisons. Il n'y a pas que des XSS, il y a aussi des HTML injections on peut insérer des images potentiellement, changer la mise en forme pour tromper l'utilisateur. Et tout ça pour dire que avoir un outil d'analyse de code, c'est bien, mais c'est encore mieux si on peut y ajouter des règles en fonction de notre utilisation du langage ou du framework. Ici, on a une utilisation d'Angular qui n'est pas forcément celle qui est recommandée, mais c'est celle qu'on utilise. Alors moi, j'ai envie d'avoir un outil qui me permette de rajouter cette règle-là. Attention, quand il y a un paramètre qui peut venir d'un utilisateur ou un paramètre à la traduction, il faut que je puisse avoir au moins un warning pour que le développeur puisse se dire tiens, est-ce que j'ai vérifié que la chaîne de caractères a été purifiée ou échappée. Et donc, l'idée encore, c'est de ne pas bloquer et pas dire moi je suis de la sécurité, vous ne faites pas de innerHTML, si ça prend du temps aux devs de changer les clés de traduction eux-mêmes, voilà, c'est comme ça. Non, l'idée c'est de mettre des outils à disposition pour aider à faire un développement plus sécurisé. Ce n'est pas de bloquer, c'est d'aider. Et on a encore un petit peu de temps. L'IAC, donc infrastructure as code. Là c'est pareil, c'est du code, donc pourquoi pas l'analyser. Et donc j'ai suivi la présentation hier sur le CDK d'AWS, et moi je connais plus Terraform, donc maintenant je sais que les deux ont un fonctionnement un peu similaire. Et donc l'IAC, ça va être une description de notre infrastructure, de ce qu'on essaye de mettre en production. Et dans le CDK et dans le Terraform aussi, sûrement dans les autres outils, donc Terraform c'est un plan. Donc le plan il va faire un diff de le code IAC et de ce qu'il y a vraiment en production. Donc il va me dire, voilà, je vais ouvrir le port 22 sur toutes mes instances parce que j'ai fait un petit peu n'importe quoi dans mon Terraform. Et là les outils d'analyse du code de l'infrastructure
vont pouvoir dire, ou directement dans le fichier Terraform, ou dans le plan, bah voilà, et là, il y a potentiellement un problème de sécurité. Et donc, il y a des outils gratuits qui existent. Il y a des payants, des gratuits. Le gratuit sur Terraform, c'est TFSec, qui est plutôt pas mal. Après, les autres, je ne connais pas forcément, c'est pas forcément la partie de prédilection. Mais en tout cas, ça existe et c'est assez facile de mettre en place. On peut les mettre dans les pull requests, pareil. C'est pareil, si vous avez beaucoup de code d'infra et que vous voulez mettre en place ces outils-là, mettez-le sur les changements au début. Ou au moins, faites un scan. Donc, c'est valable pour toutes les analyses de code. Faites un scan et allez corriger les critiques directement et vous vous occuperez des faibles, des lows, des médiums plus tard. Ensuite, alors ça c'est un outil un peu plus ops, en tout cas un peu moins dev, mais quand même. Donc c'est un DAST, c'est Dynamic Application Security Testing. Donc c'est pour une application qui est en ligne, forcément, et c'est un test qu'on va dire un test en boîte noire. Donc noir n'est pas forcément le terme politiquement correct, mais j'ai pas d'autres mots. Désolé pour ça. Et en fait, il va analyser, il va faire des requêtes, il va accéder à l'application et il va récupérer les informations. Dans la réponse, il va aller voir s'il n'y a pas des informations qui pourraient être des soucis de sécurité. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir, parfois, on va retourner le numéro de version du serveur d'application. Donc, si on a un Nginx version 2, je ne sais pas quoi, qui a une vulnérabilité, tout de suite, ça peut indiquer au monde, voilà, il y a ce serveur-là, il est là, et il a telle vulnérabilité. Ça va relever aussi les entêtes HTTP qui manquent. Donc, utiliser les iframes et les du Content Security Policy, des choses comme ça. Alors, ces outils-là, il y en a plein qui existent. Donc, l'OWASP en fournit un qui est gratuit. Il y en a plein alors, celui de l'OWASP est open source pour le coup. Alors, il y en a plein qui sont gratuits et où il y en a certains qui sont payants. C'est pas l'outil le plus pertinent, mais c'est un bon début et c'est assez facile à mettre en place. J'aimerais juste rajouter un outil qui est, pour le coup, plutôt très pertinent. C'est un YAST, donc Interactive Application Security Testing. Alors là, on est sur du un peu plus lourd. On va installer un agent sur notre serveur. Donc en Java, c'est un Java agent. Autrement, c'est directement un processus sur votre VM ou sur votre conteneur. Enfin, tout ça, c'est compatible. Et le YAST, il va surveiller le comportement de votre application pendant son exécution. Donc il va pouvoir avoir accès au code qui est exécuté. Il va avoir accès aux entrées et à accéder aux sorties. Donc par exemple, notre injection SQL qui a été bypassée par notre développeur qui voulait aller très vite, eh bien, il va détecter une chaîne qui ressemble à une injection SQL. Il va peut-être rien en faire et il va pouvoir détecter qu'elle est effectivement envoyée en requête à la base de données et là, il va pouvoir la bloquer. Donc pareil pour les XSS et pour toutes les failles de sécurité. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pertinent. J'en ai testé un. Donc ces outils-là sont très chers, mais c'est quand même très pertinent. Mon exemple que j'ai eu, c'est donc dans un processus OAuth d'authentification vers un service tiers. Donc c'est assez compliqué comme process. Et en développement, on est passé à côté d'une vérification du state au retour du service et l'outil l'a détecté. On a pu le corriger. On l'a installé en bêta. Pendant les tests manuels, il a été détecté. Et du coup, ce bug-là n'a jamais été en production. Et on ne l'avait pas vu en dev parce que O2, c'est parfois compliqué. Et là, du coup, c'était très pertinent. C'est tout ce que je voulais dire sur YAST. En conclusion, on vous a présenté vraiment, et vous voyez, on a passé beaucoup plus de temps sur la partie gauche, et notamment sur les outils SAST et SCA. Vous avez probablement déjà entendu le terme shift left, déplacer vers la gauche le plus de choses, c'est-à-dire déplacer proche du développement le plus d'actions possibles.
On a la partie qualité, c'était un bon exemple, la partie sécurité maintenant. Et l'idée étant de travailler vraiment en équipe, de mettre en place des outils le plus rapidement possible. Il y en a plein. Ils ne sont pas compliqués à mettre en place. Ils vous permettent de sécuriser votre application. Je crois que sur la première partie code, là, je ne parle pas de la partie organisationnelle, parce qu'il y a ici énormément de choses à faire ou possibilités, mais sur la partie code, 85% des problèmes de sécurité, alors ça c'est les gens qui ont créé CodeQL, des chercheurs à Oxford, qui disaient 85% des problèmes de sécurité déjà sont trouvés par les 2 premières étapes de base, entre guillemets, c'est sans avoir nécessairement à customiser énormément les choses. Donc si vous avez des outils d'intégration continue et que vous avez mis en place du SCA et du SAST, vous avez déjà pas mal sécurisé vos applications et en plus vous sensibilisez les développeurs à la sécurité. C'est-à-dire qu'automatiquement on apprend petit à petit à découvrir des choses qu'on ne se posait pas vraiment la question. Mais je citais en rigolant au début, quand j'ai commencé à bosser, où on avait les tests étaient faits par des petites mains, et maintenant on est responsable des tests quand on est développeur. Ben là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on responsabilise l'ensemble de l'équipe de développement sur les tâches complètes, mais en essayant de ne pas impacter trop la productivité. Et donc, effectivement, donc, moi, pour avoir un rôle plutôt sécurité, mon idée, ça ne va pas être... dès qu'on a une nouvelle feature, attendez, moi je vais être là pour voir s'il n'y a pas un souci d'archi dans votre implémentation, d'être là à chaque pull request, parce que clairement, j'ai pas le temps et je ne veux pas bloquer les développements. Pareil pour les tests, je ne veux pas bloquer une mise en production parce qu'il y a telle ou telle chose. Le but, c'est de fournir des outils aux développeurs, de la même chose que les ops le font pour mettre en production, mise à l'échelle, monitoring, etc. À la Sécu, c'est pareil, il faut qu'on mette à disposition des outils sans les bloquer. Et comme ça, parce que ce sont les développeurs du coup, qui font les choix d'implémentation. Ce sont les développeurs finalement qui ont le pouvoir de mettre du code sécurisé ou non. Et là, on a des outils très faciles et très rapides à mettre en place. Et l'histoire du coût, entre guillemets, alors je ne parle pas nécessairement du coût de la licence, mais du coût de mise en place et de former les gens, etc. Attendez d'avoir un problème en prod. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui a hacké, on a un client en Angleterre qui a un développeur de l'équipe a piqué les clés du cloud qui était derrière le back-office de l'application mobile. C'était malveillant, d'accord? C'était pas un hack compliqué, on ne sait pas qui, etc. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que pendant 3 jours, juste avant le Black Friday, l'application retail d'un produit en Angleterre n'a pas été disponible. Là, le coût, c'est inimaginable par rapport à former ses développeurs, activer une checkbox dans un projet. Donc, n'hésitez pas à commencer à mettre ça en place. Il nous reste un peu de temps pour les questions. Oui. La bonne pratique, c'est ce que. Alors, je répète la question. Donc, en fait, tu avais une dépendance, et dans la dépendance que tu avais, il y avait un problème de sécurité qui était lié à une sous-dépendance. Le comportement que tu as eu, c'était de lever et de communiquer avec la communauté. C'est ce qu'il faut faire. Après, selon le risque, tu peux toi-même fixer le problème dans ta branche à toi, dans ton problème, en attendant que ce soit fixé. La plupart des projets open source ont des méthodes pour envoyer un message de sécurité quand on trouve une vulnérabilité. Parce que ça permet après de mettre en place tout le process. Alors, il ne faut pas le dire publiquement, hein, on n'est pas sur Twitter à dire « ouais, j'ai trouvé cette faille ». C'est vraiment aller sur le projet, lever la faille par le biais, ça s'appelle Security Advisory ou quelque chose comme ça. Ça va mettre en place tout un process dans la communauté. Ouais. Et puis après, c'est pour avoir déjà eu ce genre d'expérience-là,
il faut mesurer le bénéfice et le risque. Donc c'est une vulnérabilité, à quel point elle est critique. En décembre, quand on a eu Log4Shell, là, il fallait y aller, il ne fallait pas s'arrêter, il ne fallait pas se dire on verra ça lundi, hein, parce que voilà, on est vendredi soir. Il fallait y aller, quoi. Après, il y a d'autres vulnérabilités qui sont moins critiques. Peut-être qu'on peut désactiver une partie des choses de ce que fait la librairie. Ou peut-être, il y a la faille, elle est en production, et tant pis. Si ce n'est pas en fonction de la sévérité du bug. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Attends, il y a un micro. Bonjour, merci pour le talk. J'avais une question. Vous avez abordé tout à l'heure le fait qu'il y ait des gens qui committent des secrets ou des clés dans des repositories publics. Est-ce qu'il existe des solutions simples, sans passer par du templating ou des key vault, pour justement faire cette gestion-là, de pas les committer, mais quand même de les avoir à disposition? Il faut un key vault. Ouais. C'est-à-dire Okay. que quand tu es dans le contexte de ton intégration continue, tu peux utiliser les secrets de ta plateforme d'intégration continue. Si c'est quelque chose que tu dois partager dans plusieurs process, il te faut un vault quelque part. Sauf si tu as... Il faut un webhook, un commit hook, pardon, installé. Après, il y a Non, toi, c'est pour accéder aux clés. En fait, ma question, c'était plutôt, est-ce qu'il y a une solution simple? Oui, mais pour protéger ou pour stocker les clés? Les deux, quoi. Après, pour éviter les comités, il y a des outils comme CodeScanning, mais il y a d'autres outils open source et gratuits qui existent. Et le commit hook, c'est plutôt une bonne pratique, parce que tant que ça n'a pas quitté le poste du développeur, c'est pas public et accessible pour tout le monde. Parce que les gens ont tendance à oublier, ils committent un secret, ils disent il faut un autre commit pour l'effacer, et puis c'est bon, il est plus dans le code. Non, il est toujours là. Vous rigolez, mais c'est du vécu. Non, mais ça, c'est... Et c'est pareil, c'est parce que c'est dans une branche et que c'est pas la branche principale que personne va le voir. Évidemment que tout est vérifié. Après, ici, il faut faire attention à tes secrets, et puis il faut les stocker dans des vaults et y faire attention et les changer régulièrement, potentiellement. Merci. Tu parlais, Adrien, du coût des solutions d'IAST là, que tu avais testées. Et du coup, qu'est-ce qui est gratuit chez GitHub ou pas? Quelles sont les fonctionnalités accessibles à la communauté ou sur mes projets perso? Et pareil, sur les autres outils que vous avez présentés. Sur les IAST, je n'ai pas trouvé d'outils gratuits. Pour la simple raison, c'est que c'est quand même compliqué. Il faut être compatible avec tous les environnements d'exécution. Et ensuite, il faut avoir une bonne base de qu'est-ce qu'une vulnérabilité avec le comportement de l'application en Java, en PHP, etc., etc. Donc, c'est un outil qui est quand même assez élaboré. Et ce n'est pas celui vers lequel je m'orienterai en premier. J'irai directement sur du SCA et ensuite du SAST. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile et beaucoup moins cher. Là, quand on est sur du gaz, c'est-à-dire qu'on a une maturité dans nos pratiques de développement en matière de sécurité qui est beaucoup plus grand. Et tout ce qui est dependabot, analyse de code et secret sur les repos publics de GitHub, c'est gratuit. Il n'y a pas de limitation. Donc vous pouvez rajouter autant d'actions que vous voulez. Vous pouvez mettre en place CodeQL. Sur les repos privés, secret scanning et code scanning, le CodeQL est payant. Mais par contre, dependabot est gratuit. Mais sur les repos publics, tout est gratuit. Et il faut vraiment l'activer. Merci à vous. Merci. On passe à la suite. Merci à vous.